rares espèces animales de l'Arctique touchent désormais la planète tout entière. Nous sommes habitués à observer la Terre d'ici. Mais si nous changeons de perspective et dirigeons le regard vers le pôle Nord et la zone qui l'entoure, nous avons vite fait de perdre nos repères. Le Groenland est encore facilement reconnaissable à sa calotte glaciaire blanche. Mais l'on découvre ainsi que le détroit de Bering, la Russie et l'Alaska sont plus proches qu'on ne le pense. Et l'île canadienne d'Ellesmere et le Groenland le sont davantage encore. Par Arctique, on désigne traditionnellement le cercle polaire établi à 66,5 degrés de latitude nord. De nos jours, les climatologues travaillent plutôt avec une ligne isotherme de 10 degrés en juillet, c'est-à-dire la limite à partir de laquelle, en juillet, la température ne dépasse jamais les 10 degrés. Elle correspond au début de la toundra arctique, là où plus aucun arbre ne pousse. Cette ligne de température traverse la Norvège, la Suède et la Finlande. Elle passe aussi par l'Islande, l'archipel norvégien du Svalbard et l'archipel russe François-Joseph. Les seules grandes villes de la région sont Mourmansk et Norilsk en Russie. L'immense Arctique ne compte au total que 2 millions d'habitants. Mais la zone polaire et surtout les glaciers du Groenland attirent de plus en plus de scientifiques. Près de Kangerlussuaq, dans l'ouest du Groenland, ces 3 chercheurs de l'université de Copenhague arpentent le terrain, sous l'œil des autochtones. L'été, à la saison du dégel, Jesper Christiansen, Sarah Sapper et Getachew Agnew viennent régulièrement sur le territoire des bœufs musqués. L'équipe observe les écoulements des eaux de fonte du glacier et répertorie les gaz à effet de serre libérés lors du dégel. Des études récentes montrent qu'une grande partie des eaux de fonte proviennent du sol de la calotte glaciaire. L'extrémité de cette perche est munie d'appareils qui mesurent la vitesse du vent, l'humidité de l'air et la température dans les grottes glaciaires. Aujourd'hui, Jesper et Sarah vont de nouveau étudier les masses d'eau et leur débit à l'aide de capteurs de lumière sensibles et d'une couleur de contraste rapidement biodégradable. Le colorant nécessite des préparatifs bien particuliers. Il faut que tu chantes. Quoi? Chante. Des mesures réalisées précédemment par l'équipe indiquent que la fonte sous la calotte glaciaire du Groenland est bien plus importante qu'on ne le pensait. Et surtout, les eaux de fonte en profondeur libèrent 100 fois plus de méthane que celles en surface. Or, c'est un gaz particulièrement nocif pour le climat. Ces eaux profondes proviennent de couches de glace très anciennes, qui renferment beaucoup de carbone issu de restes de plantes. Les modèles climatiques existants devraient être revus. Le colorant réagit immédiatement à la lumière. Il permet de mesurer la vitesse d'écoulement des eaux de fonte et par là même les masses d'eau ainsi que les quantités de méthane et de CO2 rejetées dans l'atmosphère.
Il y a un échange très rapide entre les eaux de surface et le tunnel ici. Oui, On a effectué la première injection de colorant à 15 heures pile. À 15h09, on voit le premier signal. Il s'est écoulé très exactement 9 minutes depuis le début de la procédure. on utilise ce colorant pour calculer la part des eaux de surface dans ce courant. Absolument. Et le degré de mélange. C'est vraiment top. Oui, la concentration était plus faible ici. Peu après la sortie du port de Mourmansk, pas de glace en vue dans la mer de Barents. Le brise-glace à propulsion nucléaire, 50 ans de victoire, transporte aujourd'hui des passagers en direction du pôle Nord. Cette destination n'est accessible qu'avec ce brise-glace russe, le plus grand du monde. Les cabines y sont spartiates. La traversée coûte pourtant jusqu'à 60 000 €. C'est le prix à payer pour mettre une fois dans sa vie le pied au pôle Nord. La baie de Disko se trouve 3000 km plus à l'ouest. Les icebergs, provenant du fjord d'Ilulissat, font de cette petite ville le site le plus visité de l'Arctique. Le fjord glacé est inscrit au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO et Ilulissat est en plein boom. Les touristes veulent voir les majestueux blocs de glace qui s'élèvent dans le fjord, tant qu'il en reste. L'extrémité du fjord n'attire pas seulement les êtres humains. Les baleines et autres animaux marins profitent des nutriments charriés par les eaux de fonte du glacier. Ici, à la sortie du fjord, les icebergs libérés par le glacier restent accrochés à une moraine, un amas de débris rocheux situé à 200 mètres sous la surface. En cas de pression trop forte, d'énormes icebergs se détachent de la langue glaciaire et dérivent vers la baie de Disko. Et comme partout au Groenland, les pertes de glace l'été ne sont plus compensées par les chutes de neige l'hiver. Les climatologues observent depuis des années le déclin des glaciers et ses conséquences pour la planète. L'Américain Jason Box fait autorité dans son domaine. Le glacier est en train de changer le climat sur la Terre entière. Le jet stream, qui empêche normalement l'air chaud de pénétrer dans l'Arctique, s'essouffle. Les conditions météo sont donc plus stationnaires, ce qui se traduit par des épisodes de sécheresse et des inondations, mais aussi des vagues de froid extrêmes, parce que les masses d'air circulent davantage entre le nord et le sud. Tout cela est directement lié au fait que l'Arctique se réchauffe 4 fois plus rapidement que le reste du monde. Malgré la fonte des glaces, les icebergs du glacier Jakobshavn se déplacent toujours dans le fjord d'Ilulissat. La calotte glaciaire du Groenland se trouve à plus de 50 km d'ici, mais on l'aperçoit déjà à l'horizon. Le lit du fjord mesure jusqu'à 10 km de large. On ne voit à la surface qu'un dixième de la masse de glace. Son épaisseur atteint près de 700 mètres sous l'eau. Les eaux de fonte se déversent à présent dans les baies du fjord, situées plus haut. Très peu de touristes s'aventurent jusqu'ici, à la lisière de la calotte glaciaire, où même la perte de glace est spectaculaire.
Des milliards de mètres cubes de glace dévalent de la gigantesque calotte glaciaire vers le front des glaciers, ou fondent sur place. « 70 millions de tonnes de glace se déversent ici chaque jour. L'hiver, il tombe désormais 2 fois moins de neige qu'il ne faudrait pour préserver le fjord. Au large de l'île de Disco, en face de l'embouchure du fjord, les baleines boréales semblent s'accommoder jusqu'ici du changement climatique. Le biologiste danois Fredrik Christiansen les filme depuis le ciel pour les mesurer. Les baleines boréales ne vivent que dans l'Arctique et peuvent dépasser l'âge de 200 ans, un record chez les mammifères. Ce spécimen est en train de dormir. À l'aide de drones équipés de caméras, on peut relever avec précision les dimensions de son corps et les convertir en modèles 3D. Manifestement, les baleines boréales trouvent beaucoup de krill dans la baie de Disco. Une aubaine, car elles doivent se constituer un maximum de réserves de graisse. Retour au Svalbard, l'une des nurseries des ours polaires. Frost sillonne la banquise. Bien que ce soit le printemps, il fait encore en moyenne -4 à -5 degrés. Frost a 2 ans et demi. Et si sa mère Misha n'avait pas été de nouveau en gestation à l'automne dernier, elle pourrait sans doute encore faire de longues marches à ses côtés. À présent, la jeune ours a souvent faim et cherche partout à manger. Elle semble souffrir de la séparation avec sa mère. Les petits rennes du Svalbard, une espèce endémique de l'archipel, dégagent l'herbe sous la glace. Lorsque la neige fond au cœur de l'hiver, et qu'il regèle par la suite, ce qui est de plus en plus fréquent, l'herbe n'est plus recouverte de neige, mais d'une couche de glace dure. Conséquence, certains rennes meurent de faim. Leur carcasse fait le bonheur des ours polaires affamés, à commencer par Frost. L'ours Misha marche dans la neige, suivi par sa cadette, âgée de 5 mois à peine. Depuis des années, Misha porte un émetteur posé par le biologiste Jon Ars. Elle cherche désespérément quelque chose à se mettre sous la dent. La petite fait naturellement tout comme sa mère.
Tant qu'elle se nourrit du lait maternel, elle n'a pas de souci à se faire. Misha a 17 ans et sait que l'on trouve souvent son bonheur dans les trous creusés par les phoques. Il suffit de s'armer de patience. À des kilomètres de là, la Dempster Highway dans les territoires du Nord-Ouest, au Canada. Cette piste en gravier est la seule route d'Amérique du Nord qui permette de traverser le cercle polaire toute l'année. Il y a encore quelque temps, on ne pouvait la parcourir d'un bout à l'autre que l'hiver, lorsqu'elle était glacée. Au croisement de la route et du fleuve Mackenzie se niche le village de Tsigetchik. Et ses 172 habitants ne manquent pas d'humour. Un petit air d'Hollywood dans le Grand Nord. Le ferry ne circule que l'été. L'hiver, il faut franchir un pont de glace au-dessus du fleuve. Juste derrière Tsigetchik, le Mackenzie se ramifie et à son embouchure, la toundra canadienne se transforme en zone marécageuse. Les élans profitent du court été pour préparer leurs petits au long hiver, durant lequel le thermomètre chute à moins 40 degrés. Les territoires du Nord-Ouest comptent environ 41 000 habitants pour une surface grande comme 2 fois la France. 50 km plus au nord, les petits conifères ne poussent plus. Les rives du Mackenzie bénéficient d'un microclimat que les bœufs musqués apprécient presque autant que les oiseaux aquatiques. L'été, ils y trouvent de la nourriture à profusion, et l'hiver, ils n'y soufflent pas le vent glacial de la toundra déboisée dont ils sont originaires. Les bœufs musqués ne peuvent survivre aux hivers polaires que grâce aux réserves de graisse qu'ils doivent maintenant se constituer. Si la région du Mackenzie abrite de nombreux lacs et une végétation luxuriante, le sol est gelé en permanence, ce qui assure sa cohésion. Mais même dans les hauteurs des monts Richardson, sur le flanc ouest du delta du fleuve, le pergélisol ou permafrost dégèle toujours plus en profondeur. L'été, les alpages ont encore l'air paradisiaques.
un environnement idéal pour les chèvres de montagne. Seulement voilà, avec la fonte du pergélisol, de plus en plus de cratères apparaissent chaque année dans les prairies. Et ils grossissent comme des abcès. Les glissements de terrain rongent le paysage. Un phénomène récent, imputable au réchauffement climatique. Durant des millénaires, seule la couche fine d'herbe au-dessus du pergélisol dégelait l'été. À présent, d'énormes parois de glace fondent sous la chaleur. Résultat, la couverture herbeuse se détache et disparaît. En fondant, la glace du sol libère d'énormes quantités de méthane et autres gaz à effet de serre. Nées des restes de végétaux vieux de plusieurs millénaires, ces substances toxiques s'échappent désormais dans l'atmosphère. Les éléments terrestres du pergélisol n'ont aucune structure et sont maintenus uniquement par le corset de glace permanent. Lorsque ce dernier disparaît, il ne reste plus qu'une boue amorphe. Un amas de débris fondus recouvert d'un nuage invisible de gaz à effet de serre, 6 fois plus nocif pour le climat que le CO2. Au Svalbard, Misha parcourt toujours les étendues glacées avec sa cadette, Flocon. Et comme tous les petits, l'oursonne ne pense qu'à une chose, jouer. Sa mère lui montre comment transformer une pente enneigée en toboggan. Un peu d'élan. Et ça glisse tout seul.
Grâce à l'émetteur GPS, Jon Ars peut suivre avec précision ses déplacements. Ces données montrent les routes migratoires de l'ours en 2020 et 2021. Il y a environ 160 km entre le centre et la pointe nord de l'île principale, Spitzberg. Mais Misha arpente toujours la banquise, qui est manifestement un bon terrain de chasse. Lorsque celle-ci se retire, l'ours se dirige de nouveau vers le sud en longeant les fjords. Elle est alors accompagnée de sa fille aînée, Frost, née en novembre 2019. Ensuite, Misha s'aventure encore plus loin sur la banquise et parcourt même plus de 30 km à la nage en portant la petite Frost sur le dos pour la protéger de la froideur de l'eau. L'expédition du pôle Nord emprunte le détroit de Collinson, dans l'archipel François-Joseph. Entre les îles Wiener Neustadt et Ziegler se trouve une Polynie, une étendue d'eau libre de glace presque toute l'année. Les Polynies sont des phénomènes polaires. Sous l'effet des vents de terre, des courants marins, des marées et d'autres facteurs, elles ne gèlent jamais. Les morses en profitent, comme tous les autres mammifères marins. Ailleurs, l'eau est gelée en hiver et il leur est impossible de remonter à la surface pour respirer. En outre, les zones libres de glace laissent passer toute l'année la lumière du soleil, ce qui permet aux algues, aux micro-organismes, aux poissons et aux mammifères marins de se développer. La Polynie des eaux du Nord est la plus grande de l'Arctique. Située à l'extrémité nord de la baie de Baffin, entre le Canada et le Groenland, elle est considérée comme la plus importante aire d'alimentation et de repos des baleines au monde. La Portugaise Sofia Ribeiro étudie cet écosystème fragile. La Polynie des eaux du Nord, où nous nous trouvons actuellement, est particulièrement importante parce qu'elle borde ce qu'on appelle la dernière zone glaciaire. Il y a un phénomène qui apparaît très nettement sur la côte nord-ouest du Groenland. La banquise recule. Elle fond plus tôt et plus vite. Une autre tendance se dessine clairement à partir des modèles climatiques. Il faut s'attendre à ce que chaque été d'ici 2050, toute la région arctique soit libre de glace. Le Laugekor, un bateau de patrouille de la marine danoise, est mis à la disposition de l'équipe de chercheurs dirigée par Sofia. Au nord-ouest du Groenland, le changement climatique se fait particulièrement ressentir. Sofia discute des tâches à accomplir avec l'équipage. Avec l'afflux des eaux de fonte, la Polynie des eaux du Nord change drastiquement. Jusque-là, elle était protégée au nord par un pont de glace reliant le Canada au Groenland, qui menace désormais de s'effondrer. À l'aide d'un extracteur, l'équipe prélève des échantillons de sédiments au fond de la mer. Les sédiments les plus anciens ont entre 10 et 12 000 ans. Ils permettent de découvrir quelles matières se sont détachées des glaciers au fil du temps et de voir s'il y a toujours eu ici une Polynie avec une telle biodiversité. Les prélèvements sont ensuite examinés directement à bord dans le laboratoire mobile.
Mais toutes ces recherches ne peuvent masquer la réalité. La Polynie risque tout simplement de disparaître sous l'effet du réchauffement climatique. Ces dernières années, le pont de glace entre le Canada et le Groenland est devenu de plus en plus instable. Il fond plus tôt et ne peut pratiquement plus contenir la glace de la mer, ni l'empêcher de s'écouler dans le détroit de Nares. Cela affecte la stabilité et la taille de la Polynie et entrave sa productivité. Plus l'extrémité nord du pont de glace se fragilise, plus l'impact sur la Polynie et tout son écosystème est négatif. Les Polynies attirent non seulement les orques, mais aussi les bancs de sardines. Sans ces étendues libres de glace, les cétacés ne pourraient pas vivre dans l'Arctique pendant au moins 8 mois de l'année. Cela vaut aussi pour les baleines à bosse, attirées par le cri des orques. Ces dernières entraînent les sardines vers les eaux. Le banc de sardines est conduit par les orques, comme le serait un troupeau. Sans les Polynies et les baies libres de glace, l'océan Arctique pourrait ne pas rester longtemps l'écosystème foisonnant que l'on peut encore observer aujourd'hui. À 1300 km de là, près de Narsarsuaq, dans le sud du Groenland, les glaciers subissent de plein fouet les dérèglements du climat. Le glaciologue Jason Box constate que la calotte glaciaire et les glaciers du Groenland sont déstabilisés. Il arrive de plus en plus souvent que les vagues de chaleur d'Amérique du Nord se propagent jusqu'ici. À cause de la hausse des températures, il pleut au lieu de neiger au Groenland. La pluie assombrit le sol. Résultat, la surface de glace absorbe davantage de lumière du soleil, ce qui renforce l'impact de la vague de chaleur bien longtemps après qu'elle est passée. Mais cet effet d'assombrissement amplifie aussi le réchauffement de la planète auquel la glace est extrêmement sensible. À proximité de Narsarsuaq, on voit la fameuse glace noire. Le glaciologue américain a mené récemment de nombreuses recherches sur cet amas de débris de glace.
Ces blocs de plusieurs mètres d'épaisseur sont restés un certain temps dans un lac glaciaire qui s'est vidé à cause de la chaleur. Les tensions dans la glace les ont ensuite fait éclater. Désormais, les blocs de glace sont directement exposés à la chaleur. Jason a démontré qu'à terme, les chutes de neige hivernale permettraient tout juste de conserver la moitié de la glace du Groenland. À la surface des glaciers, on voit les effets d'une pluie qui n'était encore jamais tombée si tôt. La neige est grise. À cela s'ajoutent les particules de poussière venues d'Amérique et d'Europe. Et depuis quelque temps, des algues rouges foncées poussent même sur la glace. Ces images animées montrent la couverture glaciaire au mois d'août. À présent, les étendues de glace noire recouvrent même le nord de la calotte glaciaire, qui était stable jusque-là. Cela empêche la lumière du jour de se réfléchir. La chaleur du soleil est absorbée par les zones sombres. Un phénomène qui touche tout particulièrement la côte sud-ouest du Groenland. Le brise-glace russe croise aussi un ours polaire. Il y a 1 heure, le navire a quitté l'île Rodolphe, la plus au nord de l'archipel François-Joseph. Elle est le point le plus septentrional de l'Eurasie. Les ours blancs aiment marcher. Reste à savoir si le déplacement en vaut la peine. À partir d'ici, la glace fait plusieurs mètres d'épaisseur, ce qui ne se prête pas à la chasse aux phoques. Le pôle Nord n'est plus qu'à 900 km. Tuktoyaktuk, ou Tok, est un village du nord canadien qui borde l'océan Arctique. « 900 personnes vivent dans cette bourgade qui, au dire des autochtones, est la plus grande localité du Canada au nord de la limite des arbres, et la seule à la ronde. C'est ici que débouche le fleuve Mackenzie. Durant le court été, la toundra est en fleurs et le Mackenzie charrie quantité de troncs d'arbres. Voici la plus grande attraction de Tok, les pingous, d'énormes monticules qui se forment dans les zones de pergélisol. Ils absorbent l'eau du fleuve et se transforment sous l'effet du gel en collines de glace recouvertes d'un manteau herbeux.
Les scientifiques se rendent chaque été à Tok. Le relevé des mesures a commencé. De mémoire humaine, le village s'est toujours trouvé au niveau de la mer, mais il va bientôt falloir le déplacer sur un terrain plus haut. Alexis, une étudiante québécoise, fait partie du groupe de chercheurs qui examine quelles nouvelles parcelles peuvent être proposées aux habitants. Le chef de l'équipe, Dustin Whalen, vient ici depuis plus de 20 ans. Il va peut-être falloir déplacer complètement Tok et s'éloigner des zones les plus exposées, à savoir le littoral. Les habitants comptent donc beaucoup sur les études de fond que notre équipe d'experts réalise dans tous les domaines. Sans hélicoptère, il serait presque impossible de collecter des données dans ces vastes étendues ou d'accéder aux stations de mesure permanentes installées sur les presqu'îles au large de Tok. Dustin et ses groupes de chercheurs rassemblent une multitude de chiffres et de photos sur le changement du paysage. Mais malgré toutes les connaissances qu'ils ont acquises, ils ne peuvent pas empêcher la disparition du pergélisol. Elle commence en général avec les polygones de toundra. Des fissures se forment sous l'effet de la chaleur et se remplissent d'eau. L'hiver suivant, l'eau gèle, ce qui élargit les fentes. La toundra fond. Ce qui ressemble à une falaise plate sur la côte de l'île Pelly est la ligne de rupture du pergélisol. Ce n'est pas de la roche, mais de la glace mêlée à des particules de terre. À présent, des blocs de glace de plus en plus gros se détachent de la terre ferme. Dustin est inquiet. Sur l'île Pelly, les parois de glace terreuse atteignent désormais jusqu'à 40 mètres de haut. Une fois ces murs dégelés et à nu, plus rien n'arrêtera la fonte des glaces. Nous avons observé l'île Pelly, qui est, de mon point de vue, l'une des îles les plus touchées par l'érosion et les plus touchées par le changement climatique. À titre de comparaison, les photos aériennes prises en 1950 montrent que Pelly s'avançait d'1 kilomètre de plus dans la mer. Je dirais qu'il nous reste 35 à 40 ans. Actuellement, le littoral perd entre 30 et 50 mètres de terre par an. Et si l'érosion continue à ce rythme, l'île aura bientôt disparu. L'île Richards, à l'ouest de Tok, quant à elle, est toujours là. Sur la plage, une femelle grizzly a conduit ses petits à une carcasse de beluga qui avait encore de beaux restes.
Élever une portée de 3 n'est pas une sinécure, même si avec sa profusion de baies comestibles, la toundra est une bénédiction pour les ours. La journée a été chaude, le thermomètre est monté à 27 degrés. Une bonne raison pour la mère ours de faire un petit somme. Mais avant cela, elle doit calmer la faim de sa progéniture. Quelques kilomètres plus loin, un troupeau de rennes parcourt la toundra, le museau dans l'herbe. L'île Richards semble faite pour eux. Les rennes de l'île Richards ont été importés de Scandinavie dans les années 1930. Il y a une centaine d'années, la population indigène de caribous s'était fortement réduite, si bien que l'État canadien a fait venir des rennes d'Europe. Ils se sont parfaitement acclimatés. Même s'ils ressemblent à des animaux sauvages, les rennes de l'île Richards sont soigneusement traitées, comme le serait un troupeau en liberté. L'hiver, les groupes qui vivent de manière dispersée sont reconduits sur le continent. Le brise-glace, 50 ans de victoire, a atteint la dernière étape de son voyage au pôle Nord. Il ne lui reste plus que 800 km avant de parvenir à destination. À partir d'ici, un navire normal ne pourrait plus avancer. La glace de la calotte glaciaire a jusqu'à 3 mètres d'épaisseur. Mais avec une puissance de 80 000 chevaux, le moteur nucléaire crée un chenal.
Dans la région de Yamal, la Russie extrait de grandes quantités de gaz. Dans la ville nouvelle de Sabeta, il est liquéfié et chargé dans des cargos. Depuis la fermeture des gazoducs russes approvisionnant l'Europe, les installations de GNL sont en plein boom. Norilsk se situe à 650 km au sud-est de Sabeta. C'est la grande ville la plus septentrionale du globe, mais aussi la plus polluée de Russie. Qui sont extraits du sous-sol polaire et transformés sur place. Revers de la... Quand je vois comment le paysage côtier change dans l'Arctique canadien, je sens aussitôt une urgence. Et puis je suis vraiment triste de constater que la beauté de cette nature intacte est détruite un peu plus chaque année. Ce saccage a lieu sous mes yeux. L'Islande offre un décor idéal pour les films d'heroic fantasy. Située en bordure de l'Arctique, l'île est une version miniature de la région entière. L'Islande est née d'un volcan, comme l'archipel François-Joseph. Seule l'île la plus au nord, Grimsey, fait partie du cercle polaire. Mais le pays se trouve presque entièrement dans la zone climatique arctique. Comme on le sait aujourd'hui, la plupart des volcans de l'Arctique sont enfouis au fond de l'océan. Il n'y a qu'en Islande qu'ils entrent en éruption à la surface de la Terre. La dernière fois, c'est arrivé 2 années de suite, près du mont Fagradalsfjall, à une quarantaine de kilomètres de Reykjavik.
Au pôle Nord géographique, Fyodor Konyukov prépare sa tente pour des retrouvailles. Ce peintre et explorateur russe est descendu ici du brise-glace 50 ans de victoire et a passé 2 semaines sur une grande plaque de glace à la dérive. Aujourd'hui, le navire revient le chercher. L'artiste a peint 7 toiles et médité dans la solitude. Sa femme Irina est là. Les passagers vont participer à un rituel qui n'est pas sans rappeler les baptêmes de ligne pratiqués habituellement sur les paquebots de croisière lors de la traversée de l'équateur. Le moment fort de l'expédition est celui où les voyageurs mettent pied à terre, même si, à proprement parler, il n'y a pas de terre. Actuellement, la glace a 2 mètres d'épaisseur, et en dessous, il y a plus de 4000 mètres d'eau. Les ours polaires affamés peuvent représenter un danger, d'où les sentinelles. L'organisateur demande aux touristes de former un cercle polaire, ici, à 90 degrés nord. Reste à savoir si de tels voyages sur la glace éternelle seront encore possibles dans 20 ou 30 ans. La fonte des glaces gagne progressivement la calotte glaciaire et les conséquences pourraient être dramatiques. Mais pour le moment, les passagers veulent profiter de leur voyage. Tant qu'ils le peuvent encore.